Alors, je vais vous présenter les participants à cette table ronde consacrée au pouvoir d'agir des habitants avec une ligne de force qui a été formulée sur le programme que vous avez entre les mains, sortir de l'injonction pour créer les conditions de réussite collective. Alors avant de rentrer, je vous rappelle cette histoire des questions, je n'ai pas pu en prendre beaucoup, mais n'hésitez pas à les envoyer via l'adresse colloque@enru.fr. Alors ce pouvoir d'agir, et pour rentrer directement dans le vif du sujet, Ilham Greffi, j'aimerais bien qu'on commence par l'incarner, puisque finalement vous êtes cette incarnation, vous êtes une habitante. Ouais, une habitante, une céréale engagée presque, j'ai envie de dire. Vous êtes membre de 2 conseils citoyens au Mirail. Vous êtes aussi membre du CNV au titre du Collège des habitants. Vous dirigez une structure associative, la JAL pour Jeunesse Action Loisirs, qui est également installée au quartier du Mirail. Quel est ce pouvoir d'agir dont vous bénéficiez, vous ? Alors bonjour à toutes et à tous. Petite rectification, je travaillais pour l'association JAL. Là, je suis présidente d'une autre association, mais c'est toujours dans le quartier du Mirail. Le pouvoir d'agir, dans toute sa forme, moi je vois ça de manière très universelle, c'est-à-dire que quand on a envie de s'engager et quand on a envie de faire bouger les choses, il faut qu'on ait les moyens de le faire et que l'information arrive jusqu'à nous pour pouvoir s'exécuter en tant que tel, et qu'il est fondamental dans nos quartiers. Donc moi j'y ai vécu, j'y ai étudié. D'ailleurs Madame Jaillet était mon enseignante, donc je suis partie la saluer il y a 15 ans en arrière au Mirail, et j'y vis. Et je me qualifie comme une mirailleuse parce que j'ai l'impression que depuis toutes ces années, il y a de la progression, il y a de l'évolution, mais ce n'est jamais assez pour nous, les habitants, qui, alors vous m'avez parlé d'incarnation, je suis juste une habitante en fait qui essaie de vivre au quotidien de la manière la plus ordinaire, mais malheureusement c'est souvent semé d'embûches et on découvre parfois. Donc là, je ne suis pas ici pour faire le procès des pouvoirs publics ou autres, mais on découvre parfois que notre parole n'est pas forcément prise en compte dans toute sa dimension. Voilà. Mais quelles sont alors les embûches? Comment est-ce qu'on devient une habitante qui s'empare de son pouvoir d'agir? Quel est le chemin, le cheminement que vous avez traversé, par lequel vous êtes passé, et quels sont les écueils que vous avez dû faire tomber? Alors, il faut se lever très tôt, déjà. Pour commencer, puis il faut toujours être en veille, en alerte, pour voir ce qui se profile en matière de rénovation urbaine, de décision sur les contrats de ville, sur les grands projets de ville. Alors à l'époque, c'est le GPV à Toulouse. En gros, je ne dirais pas que c'est un combat au quotidien, mais en tous les cas, il faut être systématiquement en veille. Donc moi, j'ai de la chance parce que j'ai eu un parcours universitaire et je suis un petit peu avertie. Mais la condition des habitants, j'estime être privilégiée parce que j'ai eu la chance d'aller à l'école un petit moment, mais j'estime être privilégiée en matière d'outillage, d'accès à l'information, de se saisir des instances. Pour la petite histoire des 2 conseils citoyens dont je fais partie, j'ai vu un jour la mairie de Toulouse qui a mis un prospectus dans ma boîte aux lettres et qui m'a dit si vous voulez changer les choses, et c'est une vraie histoire, et je suis apolitique, je le précise. Je reçois un document pour candidater, pour faire bouger les choses. Donc je candidate, j'avais déposé plusieurs candidatures et même les gens de mon immeuble, je les avais incités à le faire. Et il s'avère qu'on a été tiré au sort pour participer à ce conseil citoyen. Donc initialement, les conseils citoyens, je crois qu'à Toulouse, donc je ne sais pas, Gaëtan, monsieur le maire du Mirail est présent, donc si je dis une bêtise, il faut me récupérer. Ils ont été impulsés en 2014-2015, c'est la première vague de la loi Lamy. Et on a eu de la chance parce que c'était très effervescent initialement. Donc nous étions une 60aine de personnes sur le conseil citoyen de Bellefontaine-Milan. Donc c'est un des sous-quartiers du Mirail, parce que le Grand Mirail, c'est 40 000 habitants. Et à l'époque, il y avait une effervescence, il y avait des jeunes, il y avait des personnes plus âgées, il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des jeunes du quartier. Et malheureusement, j'ai malheureusement parce qu'actuellement, on n'est plus que 5 à être très actifs, ça s'est un petit peu étoffé parce qu'on n'a pas forcément su faire, on n'a pas forcément été
sur les mêmes problématiques du quartier. Je rejoins Madame Jaillet quand elle disait que chaque quartier a sa spécificité et a ses problématiques propres. C'est-à-dire qu'un habitant de Seine-Saint-Denis n'aura pas les mêmes problématiques qu'un habitant de Marseille, qu'un habitant du Mirail ou qu'un habitant de Nantes. Et je trouve que c'est très important de faire au plus près des habitants et de faire avec les habitants. Quel que soit, donc je fais aussi partie de la commission Mèche-Mâche, on est en pleine rédaction du rapport, et justement, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on développe, qu'est-ce qu'on réfléchit, qu'est-ce qu'on construit pour faire avec les habitants. Parce que nous y vivons dans ces quartiers. Il y en a qui en vivent et il y en a qui y vivent. On essaiera de décliner justement toutes ces questions, de celle de l'acquisition de compétences, de la légitimité, etc. Avant d'attaquer ce débat, Thibaut Tellier, j'aimerais bien qu'on revienne sur une perspective un peu historique. Je ne sais pas si vous avez un micro. De cette participation, quand on s'est parlé pour préparer cette table ronde, vous avez eu cette formule. Je vais vous présenter d'abord. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire des politiques de la ville, prof à l'IEP de Rennes et membre du comité d'histoire de la politique de la ville, vous aussi. Et quand on s'est parlé pour la préparation de cette table ronde, vous m'avez dit qu'il y a quelque part, dans l'intitulé de cette table ronde, un tournant, une petite révolution de la part de l'ANRU, parce qu'historiquement, la rénovation urbaine s'est faite contre les habitants. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Alors effectivement, moi je réfléchis en historien, c'est-à-dire que je réfléchis sur la longue durée. Et quand on a promulgué la loi du 1er août 2003, j'avais été assez étonné par l'emploi, l'usage du terme rénovation urbaine. Parce que ce terme de rénovation urbaine n'avait pas laissé que des bons souvenirs dans la mémoire urbaine, précisément. Deux raisons. La première, c'est que l'ombre de la rénovation urbaine passait par l'haussmannisation. C'est-à-dire que, historiquement, cet épisode qui est évidemment central dans les politiques urbaines contemporaines avait été analysé comme un moyen de dégager les classes populaires de Paris. Bon, même si c'est une thèse qu'il faut nuancer, pour autant, elle est avérée. Mais surtout, il faut se souvenir qu'en 1966 est sorti un ouvrage d'Henri Coin qui s'appelle « Rénovation urbaine et changement social ». Henri Coin est un sociologue et il écrit son livre, à partir de sa thèse, sur l'observation qu'il a pu faire sur l'îlot 4, notamment, du 13e arrondissement de Paris. Et en fait, la thèse de ce bouquin, c'était de montrer en quoi la rénovation urbaine avait entraîné des transformations sociales extrêmement importante, profonde, et avait bouleversé l'organisation sociale locale. Bien. Et dans le sillage de ce livre, qui a mobilisé beaucoup d'analyses, il y avait notamment ce slogan « Rénovation, déportation ». Rénovation, déportation, ce qui dans la France des années 60 teintait quand même particulièrement au regard des événements de 20 ans plus tard. Donc finalement, ce terme avait d'ailleurs été lui-même dégagé par les pouvoirs publics, puisque la loi Debré de 1964, qui avait fondé la politique de rénovation urbaine, a été mise de côté et remplacée en 1970 par une autre politique, cette fois plus soft dans ses effets, notamment en termes d'expulsion des personnes concernées. Voilà, donc ce terme de rénovation urbaine, il a une histoire. Bien. Et pour en finir sur Henri Coin, je pense que la question qu'il posait est toujours d'actualité. C'est-à-dire, au fond, une politique de rénovation urbaine, on mesure l'importance, on mesure l'effet qu'elle doit avoir sur l'organisation de la société elle-même. Mais la question qu'on doit se poser, c'est mais quel est aussi le bénéfice pour les habitants eux-mêmes, et pas simplement sur sa destination politique. Et ce qu'on observe, c'est que depuis quelque temps, on voit apparaître ici et là des mouvements de résistance. Je prends un exemple que Julien connaît bien, puisqu'on est assez voisins géographiquement. C'est le cas, par exemple, de l'Almagar à Roubaix, où on voit qu'effectivement, il y a une forme de syncrétisme qui est en train de s'organiser. Donc voilà, ce n'est pas une politique, j'allais dire, technique uniquement, c'est aussi une politique qui s'inscrit
dans une temporalité assez longue. Puis, dernier mot, si je peux, on parlait du pouvoir des habitants. Alors, bon, il se fait qu'on est en février 2024, et donc il y a exactement 51 ans et 4 jours, il faut être précis quand on dit historien, il y a eu un colloque, une grande réunion, un peu comme celle-ci, qui annonçait ce qui va être l'origine directe de la politique de la ville, qu'on appelait à l'époque habitat et vie sociale. Et la conclusion de l'organisateur, qui s'appelait Robert Lyon, à l'époque directeur de la construction au ministère de l'Équipement, c'était, je cite de mémoire, mais c'est à peu près ça, sa conclusion, c'était de dire la politique que nous allons engager ne pourra pas se faire sans la participation des habitants. C'est quasiment au mot près. Et ce qui est intéressant, c'est que 51 ans après, on est encore là à disserter sur cette question. Merci. Fabien Bressan, vous êtes le directeur de Labocité, qui est le centre ressources politiques de la ville Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous êtes aujourd'hui en quelque sorte investi d'un pouvoir collectif, puisque les CRPV se sont réunis en association il y a quelques jours et vous êtes mandaté pour, en quelque sorte, parler en leur nom. Donc c'est un enjeu collectif. On attend plus on identifie plus les CRPV comme accompagnants des professionnels de la politique de la ville, mais vous avez aussi une volonté de vous adresser, d'accompagner les habitants et voire même d'imaginer des échanges, des formations entre habitants, élus, professionnels. Enfin, vous voulez hybrider tout ça, si vous m'excusez ce vilain néologisme. Non, il n'y a pas de souci. Effectivement, alors la mission va être compliquée parce que je vais mixer à la fois ce qu'on peut porter pour l'instant nationalement, et comme l'association est toute jeune, même si les débats et le réseau national existent depuis un petit moment, je vais aussi mélanger parfois des choses que je vais dire plus personnellement, mais mes collègues me l'excuseront, ils me connaissent un petit peu. Du coup, effectivement, les centres de ressources politiques de la ville ont cette image et cette fonction de toute façon historique d'outiller, de capitaliser sur les projets qui se font sur la politique de la ville, de fournir de la ressource aux professionnels, aux élus qui travaillent sur les quartiers, et de plus en plus de centres de ressources ont, soit dans leur statut, soit dans leur projet, effectivement, dans les publics qui viennent fréquenter leurs actions, des habitants, alors parfois des habitants constitués. Donc il y a eu un énorme travail depuis 2014 de la plupart des centres de ressources sur les conseils citoyens, mais aussi parfois des habitants moins organisés, ou en tout cas dans d'autres types d'organisations plus associatives, voire auto-organisées, qui viennent alors plus ou moins officiellement pour soit prendre de la ressource, soit carrément, pourquoi pas, intervenir et proposer aussi leurs propres expériences, leur propre prise de recul sur les actions qu'ils mènent et qu'ils vivent pour en témoigner. Donc ça, c'est un peu le tableau général. Et puis sur la question plutôt des propositions qui pourraient être sur l'avenir, on a, depuis quelques années, effectivement, nous beaucoup observé, écrit sur les questions de participation au sens large, ou fait écrire, travailler évidemment au maximum avec des universitaires ou des acteurs de terrain qui connaissent le sujet. Et certains centres de ressources ont commencé aussi à faire de l'accompagnement, c'est-à-dire d'accompagner des collectifs, des conseils citoyens sur leur structuration, sur leur vie collective, c'est-à-dire de se placer aussi en acteurs de terrain, même si on a tous une échelle plutôt régionale d'action. Et puis peut-être pour finir sur ce que vous disiez, effectivement, on pourrait, pourquoi pas, imaginer d'aller un petit peu plus loin. Vous parliez de montée en compétences tout à l'heure, Ilham. Nous, c'est une de nos fonctions. La montée en compétences, elle peut se traduire de manière assez facile en proposant aussi aux habitants d'accéder à ce type de ressources, qu'elles soient de formation, de capitalisation, de centre doc ou de publication. Elle peut être aussi de réfléchir à l'hybridation, en tout cas le croisement des publics, c'est-à-dire qu'il existe de plus en plus de formations destinées aux habitants, mais est-ce qu'il n'est pas intéressant aussi d'imaginer des choses où les publics se croisent et former des habitants en même temps que des élus et que des techniciens peut avoir un intérêt, en tout cas dans l'échange de pratiques ou dans la mise en débat. Et puis, alors là c'est un point de vue un tout petit peu plus personnel, pourquoi pas aussi inverser les rôles à un moment. C'est-à-dire que en tant qu'habitant, en tant que citoyen, même un habitant de quartier, a des choses à dire sur ce qu'il vit, sur ce qu'il a vécu, sur les actions qu'il a menées, sur ses engagements. Et parfois,
on a vu dans certains conseils citoyens, dans certains territoires, que ça avait aussi changé le regard des élus, des techniciens, les manières de faire, les manières de travailler, quand les habitants ont pu être en position presque de formateur. Et on pourrait imaginer comme ça des systèmes hybrides. Alors il n'y a pas une des solutions qui est la meilleure, mais en tout cas, pourquoi pas imaginer des systèmes qui croisent ces choses-là et qui peut-être éloigneraient la question de la formation du formatage, parce que c'est un peu peut-être le risque, ou en tout cas la vigilance que certains placent quand les formations sont uniquement descendantes, et plutôt sur du croisement, de l'échange de pratiques, du débat, etc. etc. On essaiera de voir peut-être de manière méthodologique comment ça pourrait se passer. Julien Talpin, vous êtes chercheur au CNRS en sciences politiques, rattaché à l'Université de Lille. Vous êtes le co-directeur du groupement d'intérêt scientifique Démocratie et Participation. Vous êtes très engagé sur ces questions de la représentation et de la représentativité des habitants. Et était mentionné à la seconde la place des conseils citoyens qui appellent une petite réticence de votre part quand même. Ce n'est pas une réponse absolue pour vous? Alors j'aurais peut-être, bonjour à tous et toutes, une réponse un peu plus globale. Et moi, je n'ai aucune réticence contre les conseils citoyens. Néanmoins, c'est probablement le dispositif participatif qui a été le plus évalué en fait dans l'histoire de la démocratie participative. Et toutes les évaluations sont concordantes quand même pour dire que dans l'ensemble, ça ne marche pas. Voilà, donc c'est pas mon point de vue à moi. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut, à mon sens, les supprimer. On pourrait éventuellement en discuter. Peut-être si je peux me permettre d'élargir un tout petit peu le débat. Et pour rebondir peut-être aussi sur ce que disait Thibaut Tellier précédemment, c'est que d'un côté, la participation des habitants on pourrait dire, fait partie de l'ADN de la politique de la ville depuis les années 70-80. Et qu'en même temps, depuis un certain nombre d'années, je pense que le constat était déjà fait au moment du rapport Bakem-Eshmach en 2014 et de la loi Lamy, on n'y arrive pas à faire de la participation des habitants. Et il y a peut-être une tension fondamentale, et pour faire peut-être le lien avec la table ronde précédente, entre d'un côté l'objectif cardinal de mixité sociale qui est celui de la rénovation urbaine, me semble-t-il, et cette volonté de faire participer les habitants et éventuellement d'aller jusqu'au développement de leur pouvoir d'agir. Si l'objectif premier principal de la rénovation urbaine, c'est de promouvoir la mixité sociale, et ce qui passe notamment, pas seulement, par de la démolition et du changement de population, de fait, c'est compliqué de faire participer des gens qui probablement ne resteront pas dans le quartier une fois transformé et rénové. Et donc là, il y a un enjeu fondamentalement de définition d'une orientation politique. Je crois que entre mixité sociale et pouvoir d'agir des habitants, il faut peut-être choisir. Et il me semble qu'à ce jour, le choix a plutôt été fait de promouvoir la mixité sociale contre la participation des habitants, contre la démocratie, et de l'imposer un peu, d'une certaine façon, au forceps, avec les résultats mitigés qu'on a évoqués jusqu'à présent. Ce qui ne veut pas dire, moi j'ai une position relativement modérée en fait sur la mixité sociale. Moi, ce qui remonte beaucoup de mes enquêtes, c'est une attente de mixité sociale et raciale, pour dire le mot très clairement, Marie-Christine Jaillet l'évoquait un peu à demi-mot tout à l'heure, de la part des habitants des quartiers populaires eux-mêmes. Les attentes, moi, qui ressortent très majoritairement, quand bien même les attentes en termes résidentiels sont diversifiées, c'est bien souvent en fait de pouvoir rester dans le quartier où on a ces attaches, ces liens sociaux communautaires, parfois, comme l'évoquait Emmanuel Domergue, qui constituent une ressource pour les habitants de ces quartiers, mais en même temps de pouvoir bénéficier de services publics de qualité, de pouvoir bénéficier aussi de liens sociaux plus mixtes. Comment on associe ça au fond, à l'exigence de participation des habitants? Grande question, et on n'a pas encore tout à fait trouvé la solution. Un mot quand même pour avancer. Effectivement, je co-dirige le GIS Démocratie et Participation, qui rassemble la plupart des chercheurs en France qui travaillent sur les questions de participation citoyenne. Et s'il y a bien un consensus en fait parmi les chercheurs sur ces questions, c'est que une des raisons principales des difficultés de la démocratie participative dans les quartiers populaires, sous la rénovation urbaine, mais bien au-delà, c'est le peu de pouvoir qui lui est dévolu. Au fond, si les gens ne participent pas, si quelque instance que ce soit ne parvient pas à réintéresser les gens à la vie publique, à, au fond, permettre la co-construction des politiques publiques, c'est que les gens ont bien souvent le sentiment, et ce n'est pas qu'un sentiment, il y a tout un ensemble de travaux qui attestent que c'est une réalité, que les principales décisions qui guident leur vie sont prises ailleurs et sans eux. Et c'est vrai pour la rénovation urbaine et la politique de la ville. Alors j'en viens juste au Conseil citoyen. D'une certaine façon, leur participation au comité de pilotage de la politique de la ville
est une avancée de ce point de vue-là. On a quand même avancé au regard des bilans successifs, des évaluations, des écueils de la démocratie participative depuis plusieurs décennies dans les quartiers populaires. Malgré tout, peut-être que Fabien, Ilham et les autres auront une appréciation différente, mais il me semble que les différentes évaluations des conseils citoyens, que ce soit par la CNDP, mais y compris récemment par l'ANCT, indiquent que cette participation des conseillers citoyens dans les comités de pilotage de la politique de la ville a principalement été cosmétique. Et donc, fondamentalement, si on veut que les habitants prennent une place plus importante dans les politiques de rénovation urbaine, il faut leur accorder un pouvoir décisionnel plus important. Et moi, je crois qu'il faut aller, certaines associations, comme l'association Appui le défend, vers des formes de codécision. Sur des projets aussi structurants pour des territoires que des projets de rénovation urbaine, on pourrait, à mon sens, expérimenter des formes de référendums locaux. C'est ce que défend, par exemple, l'association Appui. Ça me semblerait intéressant. Et ce, d'autant plus qu'on le sait, en fait, la crise démocratique est profonde dans toutes les strates de la société, mais elle est quand même particulièrement aiguë dans les quartiers populaires. Moi, j'habite dans une ville, Roubaix, où le maire a été élu avec 6800 voix, dans une ville de 100 000 habitants. Il me semble difficile, dans ces conditions, de pouvoir imposer des projets aussi structurants pour des décennies, au fond, avec une légitimité démocratique aussi faible. Et donc, il est impérieux, me semble-t-il, d'aller vers des formes de construction plus collective de ces projets de rénovation urbaine et au-delà de la fabrique de la ville. Et à cet égard, des formes de participation plus directes, comme des RIC locaux, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Dans le cas de l'Almagar, sur lequel on a travaillé effectivement tous les deux avec Thibaut Tellier, il y avait eu des espaces de concertation où le plan de rénovation du quartier avait véritablement été co-construit, défini collectivement entre les habitants, les architectes et les pouvoirs publics. Malheureusement, ce type d'expériences qui ont une cinquantaine d'années ont quelque peu disparu depuis. Et dans le même quartier aujourd'hui de l'Almagar, on peine justement à trouver des espaces de concertation qui permettraient de rassembler toutes les forces vives pourtant présentes sur le quartier. Un dernier mot, donc et je pense qu'on va pouvoir y revenir. À mon sens, si on veut effectivement passer de l'injonction à la réussite collective du pouvoir d'agir, il faut à la fois renforcer les espaces de concertation existants, voire en créer de nouveaux, et leur donner un petit peu plus d'incidence sur les projets de rénovation urbaine et les décisions publiques, leur donner davantage de pouvoir, et en même temps s'appuyer sur les collectifs d'habitants qui continuent quand même à se mobiliser dans ces quartiers-là. Les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques, il y a quand même des gens qui essayent de se mobiliser. Il ne s'agit pas de dire que les mobilisations, à l'instar de celles qui ont pu avoir lieu ici même hier, ont forcément raison sur tout et que toutes leurs revendications doivent être entendues. Mais à mon sens, on ne pourra pas co-construire la rénovation urbaine sans s'appuyer sur ces leaders locaux, sur ces représentants qui ont de fait une légitimité dans ces quartiers-là et dont on a besoin. On devrait les voir comme une chance pour la rénovation urbaine, pour la politique de la ville, et s'appuyer sur eux dans des véritables politiques de co-construction. Or, et là j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là ces dernières années, les collectifs d'habitants sont plus souvent vus comme une menace ou un danger pour la démocratie que comme une chance. Et là, il y a, à mon sens, une sorte de révolution culturelle à opérer sur le regard, c'était évoqué tout à l'heure, à l'égard de ces collectifs qui, dans un contexte extrêmement défavorable d'abstention, de dispositifs participatifs qui ne marchent pas, d'émeutes l'été dernier, il faut le rappeler, qui, là aussi, nous interpellent d'un point de vue démocratique, ces collectifs d'habitants devraient être perçus comme une chance, et ce n'est, à mon avis, pas toujours le cas. Et là, il y a une occasion manquée, pour le dire comme ça, pour la rénovation urbaine et plus largement pour la démocratie. Ilham Greffi, vous la sentez reconnue, respectée, utilisée, votre expertise. Est-ce que vous avez l'impression, pour rebondir sur ce que disait Julien Talpin, d'être à égalité autour de la table quand vous y êtes? Alors merci Julien pour cette introduction qui va me permettre de développer davantage mon propos. Alors je serai un peu plus nuancée sur toi par rapport au Conseil citoyen, mais tu es chercheur, donc tu as forcément plus d'éléments que moi. Il y a des endroits où ça fonctionne, où ça a bien pris. Moi je parlerai... Le rapport de la CNDP est édifiant quand même. Hein. Oui. Moi et la CNDP, c'est pas des affreux gauchistes.
On est d'accord. Moi, je pense qu'il faut parler de méthode, surtout. Pour être de manière... déjà, pour répondre à votre question, Monsieur Zambo, pour moi, on ne joue pas... Alors, les habitants versus les pouvoirs publics, on n'est pas à armes égales. Déjà, le postulat de départ, c'est ça. C'est qu'on n'est pas armés et outillés de la même manière. On a en face de nous des techniciens, des institutionnels. Enfin, les habitants n'ont pas déjà ce vocabulaire technique. Ils n'ont pas cette expertise administrative, j'ai envie de dire. Et je rejoins Julien lorsqu'il dit qu'il faut explorer, il faut donner à voir et considérer les autres formes de participation, en fait. Parce que la loi Lamy qui prévoit donc depuis 10 ans cette mise en place des conseils citoyens, il y a certaines, moi pour avoir fait le tour de France, il y a certaines municipalités ou métropoles qui ont décidé, qui ont pris le parti de ne considérer que cette parole-là. Alors qu'il y a pléthore de manières de participer, de recueillir la parole de l'habitant, que ce soit par étape de quartier, on peut s'inspirer de mille et une manières. Maintenant, c'est qu'est-ce que les pouvoirs publics accordent comme crédit à cette parole-là. Et je te rejoins, Julien, quand tu dis, moi, l'impression que ça donne, en règle générale, sur le territoire national, c'est qu'ils ont peur du contre-pouvoir, finalement, et des contre-propositions, parce qu'il y a cette espèce d'idéologie administrative qui fait que si ça ne vient pas de tel élu ou de tel technicien, ce n'est pas une parole à prendre en considération, mais il y a des manières très informelles de prendre la parole. Moi, si je vous racontais mon quotidien, c'est quand même... ça relève du parcours du combattant parfois, mais j'habite juste en haut du marché et quand je descends, juste pour aller prendre le métro, que je suis interpellée par des familles, par des habitants, « Ah Ilham, l'autre fois quand tu es à Paris, est-ce que tu as dit ça ?» Oui, je l'ai dit, ça va peut-être évoluer. Et pourquoi là-bas il y a des travaux? Donc la rénovation urbaine, alors moi j'ai un petit... Vous en êtes, vous, quelque part tenu comptable par vos voisins? Un peu, malheureusement. Je joue le jeu parce que j'ai accepté d'honorer tous les mandats qui m'ont été proposés. Mais si vous voulez, c'est un petit peu à contre-courant dans le sens où on est un peu garant, finalement, et caution de toutes ces décisions qui sont prises lorsqu'on vient intervenir ici ou lorsque je suis au CNV. Et moi, pour faire dans la critique constructive, notamment de la rénovation urbaine, parce que moi, je veux vraiment que les choses avancent et que mon cadre de vie s'améliore, parce que moi, j'y vis au quotidien, de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce serait vraiment... donc aujourd'hui, l'ANRU a 20 ans, donc bon anniversaire à l'ANRU. À 20 ans, on a acquis une certaine maturité, je pense, dans une vie. Et moi, ce que je voudrais dire aux décisionnaires de l'ANRU et aux gens qui construisent les projets, c'est que maintenant, 20 ans après, et là je rejoins ce que vous disiez, monsieur l'historien, l'ANRU ne peut plus faire l'économie, vraiment, et quand je parle d'économie, je parle des moyens humains, des moyens financiers et tous les autres moyens qui peuvent être déployés. L'ANRU ne peut plus faire l'économie de la participation des habitants. C'est-à-dire que moi j'avais proposé, bon la commission Mèche-Mâche n'a pas retenu cette proposition, j'avais proposé que pour faire de la participation citoyenne, on aille toquer à chaque porte en fait. Donc oui, c'est des moyens, comme au même titre qu'au recensement, par exemple, mais qu'on aille vraiment, si on a vraiment cette volonté-là de construire avec eux pour faire évoluer leur quotidien et que les politiques publiques fonctionnent à un moment donné, parce que c'est quand même des gens qui décident pour nous, mais qui ne sont pas ici, qui ne sont pas sur nos territoires ou qui ne sont pas forcément au quotidien confrontés à nos difficultés de droit commun, au passage, je le place quand même. Mais quand il y a, heureusement, et là je rejoins une fois de plus, Julien, ce que tu dis, heureusement qu'il y a des collectifs d'habitants qui croient encore en la parole qui peut être apportée. Donc là, je pense à Karine Omirail avec le collectif anti-démolition. Ce n'est pas forcément des structures qui sont actées, qui sont montées juridiquement ou autres, mais c'est des paroles qu'on doit recueillir pour justement faire avancer les choses. Et c'est pas dans il y a des conflits qui peuvent être constructifs d'ailleurs, mais je pense vraiment qu'à un moment donné, il faut rassembler tout ce beau monde autour de la table et considérer les habitants comme des gens qui peuvent avoir de bonnes idées. Parce que qui mieux que nous peut parler de notre quotidien et de nos difficultés au quotidien? Thibaut Tellier, est-ce qu'il y a des précédents de concertation où justement la parole a été entendue et la co-construction a pu se mettre en œuvre? Vous êtes notre mémoire, hein, en quelque sorte. Oui, j'ai cru comprendre, je suis l'historien, c'est moi, donc je vais répondre sur une approche historique. Simplement, si vous me permettez, quand même une réflexion. Je pense que cette question de la démocratie participative, etc., elle doit être explorée de manière plus large, parce que je pense que c'est une question culturelle.
comment on pense le rapport au pouvoir en France. Ce n'est pas qu'un problème de politique de la ville. On est d'abord dans un État qui est resté quand même dans une culture de centralisation extrêmement tenace, jacobine. Et puis quand même une deuxième, on est quand même un pays où il y a 2 siècles, depuis 2 siècles, on a supprimé les corps intermédiaires. Il y a une forte méfiance à l'égard des corps intermédiaires, c'est-à-dire ces gens qui ne relèvent pas du suffrage universel, mais qui veulent penser ou qui veulent participer à ce qu'on appelle pompeusement la res publica. Bon, je le vois d'autant plus que je suis moi-même élu. Je suis adjoint au maire dans ma commune, et bon, j'avais essayé en tant qu'adjoint à l'éducation de mettre en place un certain nombre de projets. Bon, quand j'ai dit au maire, on pourrait peut-être faire une concertation, etc. Bon, j'ai senti quand même que prudence, etc. Bon, donc je pense que la question, elle dépasse le cadre. Et moi, il y a des choses qui m'interrogent. Par exemple, à Sciences Po Rennes, on a voulu récemment faire une étude sur les cahiers de doléances déposés par le mouvement. Le grand débat. Bien. Dans le grand débat. On nous dit, ah ben non, vous n'y avez pas accès. C'est quand même étonnant comme réponse. En 1789, on pouvait les consulter. Pourquoi en 2024, on a des difficultés pour le faire? Donc voilà, je pense que cette question, elle doit se replacer dans un contexte plus large qui est celui de penser effectivement le rapport au pouvoir. Maintenant, pour en venir à votre question, oui, bien sûr, et qu'il y a des expérimentations plus ou moins anciennes. Alors je vais en donner une parce qu'elle fait le fil avec la politique de la ville. C'est notamment les expérimentations qui avaient été lancées par Hubert Dubedou, maire de Grenoble, qui avait fait campagne en 1965, non pas sur une liste politique en tant que telle, partisane, mais sur ce qu'on appelait le GAM, groupe d'action municipale, dans lequel effectivement il avait agrégé des citoyens qui n'étaient pas sur une étiquette partisane. Et ça m'a fait penser, quand vous êtes présenté, vous avez dit, voilà, moi je ne suis pas politique, j'aime ma ville et j'ai envie que ça aille mieux. Les gens qui étaient avec Dubedou en 65, c'était ça. Et donc on a comme ça des expérimentations qui ensuite se sont déplacées. Hérouville-Saint-Clair, par exemple, hein, ça en fait partie. Et on citait tout à l'heure effectivement l'Almagar, qui dans les années 70 avait créé un atelier populaire d'urbanisme, où là, effectivement, on est allé assez loin dans la procédure. Bien. Mais la question, c'est comment, à un moment, on parvient à transformer ces expérimentations en un mode de gouvernance, on va dire, durable. Pérenne. C'est ça la question. En fait, c'est comment on fait pour que ça vienne véritablement s'inscrire, non pas dans l'exceptionnel ou dans le cadre d'un dispositif de la politique de la ville, mais que ça devienne véritablement un usage partagé. Et c'est une vraie révolution culturelle de ce point de vue-là. Et peut-être un dernier mot, c'est que je pense que de ce point de vue-là, les chercheurs ont un rôle à jouer, en termes de formation notamment. Parce que, par exemple, dans toute une série de parcours universitaires, on pourrait très bien imaginer d'avoir des validations d'acquis sur ces expérimentations d'habitants qui ont inscrit leur action, qui ont donné du temps pour travailler sur ces questions. Donc je pense que c'est vraiment une question qui dépasse l'enjeu de la politique de la ville, mais qui est vraiment, je pense, une sorte de révolution des mentalités au XXIe siècle. Fabien Bressan, quels sont les outils dont disposent aujourd'hui les habitants pour se faire un jugement éclairé et être légitimement entendus? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, qui rejoint ce que disait Thibaut Tellier, c'est faut-il finalement, pour qu'elle existe, sortir le pouvoir d'agir des habitants du temps du projet? Alors, les outils dont les habitants disposent, mais Julien et Ilham l'ont déjà dit, c'est qu'on a multiplié quand même le nombre de dispositifs descendants. Conseil de quartier, les derniers sont les conseils citoyens. On a, mais Julien le répétait quand même, à chaque fois, si on observe un petit peu cette construction des avancées, en tout cas au moins dans les textes juridiques et de loi, la loi de 2014 parle de co-construction. Si on regarde le temps quand même long sur les enjeux de démocratie participative, c'était la première fois qu'on voyait ce terme apparaître. Après, dans les faits, et ça a été rappelé, quand on observe et qu'on évalue, on se rend compte que les conseils citoyens notamment n'ont pas répondu à toutes les attentes. Et globalement, on peut dire que
les instances participatives institutionnelles répondent à un certain type de population qui s'y inscrivent, répondent à certaines questions, mais ne sont absolument pas adaptées à toutes les formes différentes d'engagement et à tous les différents publics. Le public le plus absent de ces instances, c'est la jeunesse, et on peut assez facilement dire que les cadres, comme ils sont placés, ne répondent pas forcément à leurs attentes, ou en tout cas à leurs envies de forme d'engagement, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne s'engagent pas, et au contraire. Donc il y a une réponse un peu technique qui serait de dire est-ce qu'on ne peut pas aller regarder, mais Ilham le disait, sur d'autres formes, d'autres outils qui existent. On en a expérimenté plein en France. Il y en a aussi dans plein d'autres pays européens ou du monde qui laissent beaucoup plus de place à l'importance pour les habitants de se sentir utiles. Je suis intimement persuadé qu'on ne peut pas s'engager si on ne se sent pas servir à quelque chose. C'est un peu ce que disait Julien tout à l'heure, et ça revient en fait sur les questions de la prise de décision. Si on ne partage pas à un moment la prise de décision, si on ne fait que s'exprimer, s'engager, même avec la meilleure volonté du monde, la meilleure énergie, et qu'à un moment on fait le constat que ce qu'on dit, au mieux, se retrouve dans le compte-rendu à la 64e page, à un moment on s'arrête. Au mieux on s'arrête, ou au pire on se met en position conflictuelle. Ce que vous interrogez, et je veux bien votre réponse et je veux bien celle de Julien Talpin aussi, c'est finalement la responsabilité des maires, et je me fais l'écho de Pierre qui envoie une question. Quelle est la place du maire dans ce processus, dans ce dispositif ? Mais ce n'est pas forcément une remise en cause de la démocratie. Ce n'est pas une remise en cause. Représentative comme elle est faite, c'est simplement d'ouvrir la décision. Mais ces dispositifs ne peuvent pas exister sans la reconnaissance de la légitimité de la parole de tout un chacun, dont celle du maire, évidemment. Il n'est pas question de se dire à un moment, en gros, ça serait un peu le principe de chaque parole vaut un. C'est un vœu pieux, mais n'empêche que ça veut dire aussi qu'il faut que quand on vient accorder autant de valeur à la parole des uns et des autres, que chacun ait les outils de base qui permettent d'arriver à peu près au même niveau. Il y a des expérimentations qui le font, et pour du coup lier à votre deuxième question, c'est vrai qu'on est dans une culture du projet, c'est ce qu'on nous répète sans cesse dans tous les domaines professionnels, où soit dans les plus aboutis, on fait de la co-construction du début à la fin, soit à certains moments du projet. On va faire un peu de concertation, un peu de participation, un peu de sensibilisation et ou de co-construction, quel que soit le dispositif. Il y a quand même des expérimentations, ça existe, hein. Il y en a eu en Allemagne, en Italie. On pourrait presque citer aussi une expérimentation dont on voit un peu apparaître dans les quartiers impact collectif, qui est inspiré du Canada, où en fait l'idée n'est pas de faire du projet avec de la participation dedans, mais plutôt de mettre en place un système de discussion et d'échange permanent. De participation qui fait naître des projets. Voilà, avec tout le monde, dont les maires évidemment, et s'il y a opportunité, on en sort des projets. Mais du coup, le projet n'est plus quelque chose qui est vu comme de manière institutionnelle, c'est-à-dire on a un objectif, il faut arriver à des résultats, mais bien on part en fait de la base de ce dont ont besoin les gens, et les gens ça va être les habitants, mais aussi les techniciens, les collectivités, les élus locaux. Et si jamais il y a opportunité, si on est OK tous ensemble, même si on n'est pas forcément tous d'accord, on peut en sortir des projets. C'est une manière de penser un tout petit peu différemment. Et ce que disait Julien tout à l'heure, c'est-à-dire c'est aussi une manière de remettre en fait peut-être les projets urbains et les projets en rue aussi comme des vrais vecteurs de changement collectifs et partagés dans les quartiers. Julien Talpin, je vous repose cette question qui vient de la salle de Pierre. Comment articuler démocratie représentative et pouvoir d'agir des habitants sans que ça délégitime ni les uns ni les autres, en quelque sorte ? Alors je crois qu'effectivement c'est un des nœuds du problème et qui tient effectivement à notre histoire jacobine et à la loi Le Chapelier, la défiance à l'égard des corps intermédiaires. Et bien souvent dans les conflits autour des projets de rénovation urbaine, le maire a quand même une place tout à fait centrale, et au-delà en fait, hein, dans les processus participatifs, en fait, la place des exécutifs est tout à fait centrale. Je participe au comité de rédaction de la revue Participation. On avait consacré un numéro il y a quelques années au titre suivant: les élus aiment-ils la démocratie ? Point d'interrogation, et je vous laisse découvrir la réponse nuancée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des difficultés aujourd'hui à accepter, et alors là il faut apporter un petit peu de nuance, des formes de partage du pouvoir.
je me permets quand même de revenir sur cette idée que dans une période de crise de la légitimité électorale et représentative, on doit inventer des formes de démocratie plus continues et plurielles. Rosan Vallon le dit également à sa façon. Et donc, il faut hybrider les formes de légitimité. Et souvent, en fait, même s'il y a des différences générationnelles de ce point de vue-là, les maires voient précisément ces autres formes de légitimité comme une remise en cause. Je crois que ça pourrait, à l'inverse, les renforcer. 2 mots quand même en complément, c'est que quand bien même les élus et les élus locaux sont en première ligne, y compris dans les projets de rénovation urbaine, moi je crois que des agences comme l'ANRU peuvent avoir des capacités d'entraînement. Ce serait peut-être parfois un peu facile de se défausser uniquement sur le dernier mot, d'une certaine façon, qui revient aux élus locaux. C'est sur de gros projets de cet ordre-là, vous le savez mieux que moi, les acteurs sont pluriels. Et je pense que l'ANRU, précisément parce qu'elle est attachée au pouvoir d'agir et à la participation, pourrait parfois peut-être faire un peu plus pression sur les élus locaux pour qu'ils tiennent leurs engagements en matière de participation des habitants. Un dernier mot pour être aussi peut-être positif à partir de certaines expériences historiques et peut-être aussi pour ne pas taper trop fort sur les élus locaux, c'est qu'il y a aussi des trucs intéressants qui se passent aujourd'hui à l'échelle locale. J'évoquais tout à l'heure les possibilités de référendums locaux sur des grands projets d'équipement ou sur des projets de rénovation urbaine. Aujourd'hui, la ville de Grenoble a un système de droit d'interpellation qui, d'un point de vue démocratique, est probablement une des expériences les plus intéressantes et qui pourrait tout à fait être répliquée à une échelle de quartier qui est en train d'être émulé dans d'autres territoires ailleurs en France. Ce qui est sûr, et moi c'est ce que m'a enseigné, j'ai consacré un ouvrage à l'histoire du quartier de l'Almagar, c'est que moi je crois beaucoup en fait en l'articulation à la fois de formes de participation et de concertation descendantes, au fond des espaces qu'on appelait le groupe de travail à l'époque de l'ALMA, mais qui était un groupe de travail où véritablement les habitants et les pouvoirs publics étaient sur un pied d'égalité, y compris numériquement, ce qui est très différent des comités de pilotage de la politique de la ville aujourd'hui. Donc là, il y a des choses à... Voilà, moi, je ne dis pas qu'il faut supprimer les comités de pilotage, je ne dis pas qu'il faut supprimer les conseils citoyens, je dis qu'il faut inventer des espaces de négociation et de co-construction où la voix de tout un chacun puisse être entendue, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Et par ailleurs, ces espaces-là de co-construction, voire de co-décision, ne peuvent véritablement vivre que s'ils sont investis et subvertis par des formes auto-organisées des collectifs d'habitants qui sont aujourd'hui bien en mal en fait dans les quartiers. Les associations de locataires qui historiquement ont joué un rôle important de ce point de vue-là ont du mal. Et là, il faut réfléchir, moi je crois, aux conditions matérielles de la participation dans les quartiers populaires, réfléchir aux conditions de financement de ces acteurs-là. Je reviens à Appui qui, par exemple, propose le 1% participation sur les projets de rénovation urbaine, que 1%, alors peut-être que les chiffres ont bougé, soit consacré à financer l'expertise, la contre-expertise et le travail de mobilisation des acteurs sur le terrain. Des propositions de fonds d'interpellation citoyenne ont également été émises pour, au fond, appuyer, soutenir, y compris matériellement, les acteurs qui essayent de faire entendre des voix constructives dans ces quartiers et qui, aujourd'hui, alors non seulement s'appuient sur peu de moyens, et je le redis, sont souvent vus d'un mauvais œil. Et là, il y a, à mon avis, des pistes de conditions de réussite collective qui sont tout à fait concrètes. Ilham Greffi, ce déficit de moyens, vous le ressentez souvent, tout le temps? Malheureusement, oui. Parce qu'on ne fait jamais assez, on part de tellement loin, j'ai envie de dire que le retard à rattraper est long. Je souscris à tout ce que vient de dire Julien, parce que c'est tellement ça, la vraie vérité. Et surtout, moi je pense qu'il faut innover, qu'il faut réfléchir et qu'il faut, au-delà de légitimer, c'est quand même fou qu'il y a plein de choses qui sont mises en place, notamment par la mairie. Mais moi, je pensais que le préfet avait plus de pouvoir, tu vois. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Je prends un exemple. La mairie de Toulouse ou la métropole, je sais plus trop, parce que je m'y perds, avait lancé un diagnostic sur des projets et il fallait cliquer, il fallait se connecter au site, créer un compte pour donner son avis et participer. Donc moi, Ilham Greffi, je suis à peu près outillée, je gère l'outil informatique, il n'y a pas de problème. Mais du coup, j'en ai parlé, et c'est ça qui m'a fait un peu défaut, j'en ai parlé à plein de familles pour qu'elles s'en saisissent. Et là, j'ai eu 20 personnes qui sont montées chez moi pour que je le fasse avec eux, parce que justement, elles n'étaient pas forcément outillées pour rien que lire, on vient de très très loin, rien que pour lire et déchiffrer tous les projets, parce qu'il y en avait pléthore, il fallait faire des choix. Sauf que choisir entre l'éducation et la sécurité, c'est compliqué. C'est toute une histoire de hiérarchie en fait, des projets
Alors que vraiment, il serait intéressant, je pense, et ça rendrait service à tellement de monde, en plus, que ce soit au pouvoir public, aux habitants ou à tout le monde, et puis on arriverait à mieux vivre ensemble, très franchement, si on arrivait à réunir tout ce beau monde autour de la table, et puis surtout, se baser aussi sur les personnes ressources, moi j'appelle ça, parce qu'il y a plein d'associations de proximité qui œuvrent bénévolement pour avoir accès aux droits et avoir accès aux informations et avoir accès à plein de choses. Si on pouvait juste se reposer sur ces personnes-là qui sont vraiment des leaders d'opinion et qui peuvent rassembler et fédérer plein de monde pour faire consensus, on avancerait. Et vraiment, avant de préparer, je termine juste ma phrase, avant de préparer, lorsqu'on s'est eu au téléphone, j'avais aussi évoqué, et là je veux vraiment le dire, s'il vous plaît, les gens de la rénovation urbaine, quand vous pensez à un projet rénovation urbaine, pensez lien social et service qui va avec. Parce que si on nous met un équipement sportif ou autre qui est dangereux pour les enfants, sans forcément avoir des personnes à côté qui pourront agir ou interagir si un blessé y est. Enfin, s'il vous plaît, réfléchissez le projet de rénovation urbaine de manière globale, en tenant vraiment en considération les besoins des habitants, parce qu'il y a pléthore de projets de rénovation urbaine qui ont été décidés sans nous, et nous ne sommes pas un problème, nous faisons partie de la solution, comme dirait M. Meshmash. Comme dirait Mohamed depuis quelques années. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire pour vous livrer, parce que le temps file et le temps file. La question de Salim, qui la pose ainsi. Comment peut-on trouver, elle rejoint exactement votre remarque, comment peut-on trouver un équilibre entre la vision stratégique de la ville, portée par ses élus, et la nécessité d'inclure les citoyens dans le processus décisionnel? On est vraiment au cœur de ce fossé. Alors, je ne sais pas qui se jette. Fabien Talpin, tout le monde parle de vous, vous cite à chaque phrase, alors allez-y. Non, juste pas un élément de réponse, mais peut-être en se disant que la stratégie n'appartient pas qu'à l'institution et que le quotidien n'appartient pas qu'aux habitants. Je veux dire, la question des... Enfin, moi, je ne suis pas un hyper défenseur des notions d'expert de machin, expert de trucs, etc. Mais à un moment, l'hybridation et le dialogue, on se rend compte que les compétences, elles peuvent se mélanger, s'hybrider, se mixer, on l'a beaucoup dit, et en fait s'apporter les uns les autres. Ces séparations, ces frontières, ces barrières, parfois ces murs, sont aussi des freins à la vraie co-construction. C'est-à-dire que d'accepter que l'autre peut avoir un avis, une compétence, et ne pas le prendre comme une remise en cause ses expertises ou ses compétences à soi, c'est-à-dire d'accueillir l'altérité, on l'a dit tout à l'heure, la différence, le contre-pouvoir ou la controverse, ça peut être aussi très bénéfique pour un projet. Julien, t'as pas un mot ? Moi, c'est une question compliquée, donc je n'ai pas de réponse évidente. Il y a la question de la temporalité, évidemment, qui est décisive. Et donc, quand même, souvent, on voit qu'on ne fait participer quand même les habitants que très tard dans ces projets, impliqués, y compris dans ces espaces de décision stratégique, des habitants. Voilà, moi, ce qui remonte beaucoup de mes enquêtes, c'est aussi le sentiment d'être relégué. Au fond, on nous fait participer pour décider des jardins en bas des tours, mais pas savoir si nos logements seront détruits ou réhabilités. Et donc, voilà, de croire dans la capacité de définition collective de cette stratégie pour la ville, c'est un enjeu décisif. Et moi, je pense que, c'est pour ça que j'ai parfois un ton un peu engagé, je pense que l'heure est grave, en fait. C'est-à-dire que là, on est entre personnes pour qui tout va relativement bien, mais il y a eu des émeutes l'été dernier. La situation sociale est dramatique, au fond, dans les quartiers. Moi, je le vois tous les jours à Roubaix. Et donc, pour moi, l'alternative, c'est la démocratie ou le feu, en fait. Et donc, si on veut, d'une certaine façon, éviter la reproduction régulière d'émeutes et de formes de marginalisation sociale avancée, il n'y a pas d'alternative, en fait. C'est le pouvoir d'agir ou rien. Et donc, il faut faire effectivement des choix stratégiques. Et là, ceux qui sont en capacité d'impulser des orientations, c'est d'abord et avant tout les élus, effectivement. Pour conclure, je vais vous livrer une dernière question de la salle. Je m'efforce d'en prendre plus à cette table ronde qu'à la précédente, mais qui va nous permettre de conclusif aux uns et aux autres. Gilles, maire, pose cette question en disant, et la participation des habitants en est certainement un des vecteurs, comment redonner de la fierté aux habitants des quartiers politiques de la ville. Alors, Ilham, je vous vois prendre votre micro. Donc, Alors moi, je suis très fière déjà d'être une mirailleuse, sachez-le. Je serais d'autant plus fière si on pouvait véhiculer une image positive de nos quartiers, parce que je pense que
Les médias jouent un rôle fondamental dans la fracture sociale que nous sommes en train de vivre. D'ailleurs, le CNV avait rendu un avis à ce titre-là en 2016, il me semble. Moi, je suis très fière de faire partie de la communauté du Mirail, de la communauté religieuse dans laquelle j'appartiens. Enfin, je suis très fière d'être qui je suis, mais je serais d'autant plus fière si on nous accordait... la reconnaissance. Non, être à la table des négociations avec monsieur le préfet, avec monsieur Moudinque, avec madame la vice-présidente, et d'être vraiment considéré comme tel. C'est-à-dire, ça ne vous convient pas, on va en rediscuter, on va faire consensus. Surtout, et notamment, et là j'insiste sur la réhabilitation, parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'habitants de quartier qui ne veulent pas forcément qu'on détruise, on veut juste réhabiliter, et je pense que ça coûterait moins cher. Moi, je ne suis pas urbaniste de formation, mais je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir et voir plus loin et plus large. Voilà, juste, et ça me rendrait encore plus fière, mais je suis déjà très fière de faire partie du quartier du Mirail. Vous avez toutes les raisons. Thibaut Tellier. Oui, je pense que c'est quand même la question centrale, c'est cette question de la fierté de l'appartenance. Alors, ça suppose plusieurs choses. La première, je pense qu'il faut casser un certain nombre de codes. Les élus locaux ne sont pas tous uniquement vrillés sur leur mandat pour se faire réélire, etc. Et à contrario, ce n'est pas parce qu'on est habitant qu'on a forcément raison. Donc, de ce point de vue-là, il faut remettre aussi les choses à leur place et accepter aussi le débat conflictuel. On a oublié, mais un débat conflictuel peut aussi faire améliorer les choses. Il ne faut pas avoir peur à certains moments de s'engueuler à condition qu'on soit autour de la même table. Et pas qu'il y ait une grande table et une petite table pour les autres. Bien. Maintenant, on voit quand même que, effectivement, les choses avancent. Quand on revoit un peu, on relit la loi de 2003 et qu'on voit le débat qu'on a actuellement, on voit l'avancée des réflexions, notamment de la part de l'ANRU, sur ces problématiques. Dernier élément que je voulais porter à la réflexion, je pense qu'on aurait tout intérêt à, et là je m'adresse notamment aux gens de l'ANRU, à restituer la dimension de la question du récit urbain. La question du récit urbain, c'est effectivement comment cette rénovation urbaine s'inscrit dans la longue durée, qu'elle n'est pas uniquement un moyen d'amélioration du cadre de vie, ce qu'elle doit être évidemment, mais plus largement, comment on inscrit ce moment de l'ANRU dans une temporalité plus longue qui est celle tout simplement de la fabrique de la ville. Comment fait-on pour redonner aux habitants effectivement toute leur place dans ce changement urbain et de ce point de vue-là... Pour redonner ou pour donner ? Ouais, voilà, moi je serais un peu sur les deux parce qu'il y a eu effectivement des moments où il y a eu cette réflexion sur comment on construit un avenir commun. C'est ça la question. C'est comment on se sent, quelle que soit son origine ethnique, son origine sociale, son origine professionnelle, finalement appartenant à un même territoire. À Roubaix, dans les années 90, il y avait un slogan qui c'était « Fier d'être roubaisien ». Fier d'être roubaisien. Puis ce slogan a disparu. Bon. Eh bien, je pense qu'effectivement, la fierté doit devenir aussi un conducteur des politiques publiques. Merci. On va dire que c'est le mot de la fin. Fier d'être roubaisien, fier d'être mirailleuse et volonté d'être invité à la table des négociations, pour reprendre votre formule. Merci à vous quatre.